Ah, Noël, Noël. Tu passes où Noël, toi? En famille, chez moi, tranquillement. Tranquillou. Oui, oui. Ouais, ouais. Je bouge pas. C'est bien, c'est bien. Mais moi, je sais pas. Moi aussi en famille. Mais bon, tu sais, ça me fait rêver un peu. J'avais envie d'aller voir un peu le monde, voir un peu comment ça se passe en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, en Italie. Non, ça peut être sympa. Hein. Ouais, et j'ai pas de solution. C'est ça le problème. Peut-être qu'on peut en parler avec nos invités. C'est vrai. T'es gentil, toi. Ouais. Allez, à tout de suite. Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Via Nova au sommaire. Comment fête-t-on Noël à travers le monde traditionnel ou insolite? Petit tour d'horizon des célébrations avec nos invités dans quelques instants. Et puis Laurane est avec nous pour une chronique sur ces stagiaires de 3e en découverte d'un métier. Tout à fait. Vous avez un joli micro, Laurane. Ouais, je suis fan. On dirait Beyoncé en pleine forme. Elle n'a qu'à bien se tenir. On est d'accord. Et vous pouvez réagir, vous pouvez même commenter sur Laurane si vous avez envie, avec le hashtag Viano sur les réseaux sociaux. Posez-nous toutes vos questions, nous y répondrons en direct. Et on commence comme chaque jour avec la revue de presse. La façade... Vous avez pris la façade nord, là. J'essaie toutes les options possibles pour sortir du bois. Alors, ma chère Marie-Jo, on approche de Noël. Est-ce que ça influence la presse? Et oui, quand même, plutôt. Puis de toute façon, j'ai décidé quand même de me concentrer sur Noël aujourd'hui. Oui. Avec Parole de Corse en premier qui met en couverture l'homme du mois. Oui, on le reconnaît. Il était sur ce plateau hier, il est placé. Il est passé, il a dansé, et puis il est rapidement. C'est soit son sosie d'aider Noël. Enfin, je sais pas. Il a été viré depuis. En tout cas, le mensuel a donné la parole, comme souvent, à des auteurs pour parler de Noël, mais publie aussi cette année un sondage Opinion of Corsica pour savoir comment certains vont prêter main forte au Père Noël pour faire les cadeaux, parce que parfois il faut quand même l'aider un petit peu. Alors les questions posées, c'est quel sera votre budget cadeau, quel cadeau allez-vous offrir et où allez-vous faire vos achats. Les vainqueurs, un budget quand même entre 100 et 300 euros, surtout destiné aux enfants, 48% c'est quand même des jouets, et puis essentiellement achetés sur Internet, pas forcément une bonne nouvelle pour le commerce local, 47% vont être achetés sur Internet. Oui, mais quand on parle Noël, on parle forcément jouets. On parle forcément jouets, on parle forcément cadeaux, mais on apprend quand même aussi, on apprend que 16% des cadeaux seront des équipements high-tech, multimédia, jeux vidéo, etc. Et ça nous fait quand même, il me semble qu'il faut garder quelques informations en tête, et notamment ce que nous suggérait la Tribune, avec 3 pages consacrées aux assistants connectés. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Faut-il avoir peur des enceintes connectées dans nos maisons? Alors, vous connaissez ces produits, ils sont connectés, effectivement, et ils répondent à nos questions. À quelle heure va ouvrir la boutique? Où est le bureau de poste le plus proche? Quel temps fait-il pour savoir si je sors avec un parapluie ou pas, voilà. Et on se met à parler à voix haute, tout seul dans sa maison, et l'assistant répond. C'est super. Alors aujourd'hui, évidemment, les 3 vedettes sur le marché, elles sont vendues, commercialisées par Google, Amazon, Apple. Mais le revers de cette collaboration avec l'intelligence artificielle, puisqu'il s'agit bien de ça, c'est que cette dernière, vous savez qu'elle continue à évoluer en se nourrissant de données. Et ces données, c'est nous qui les fournissons forcément. Et vous savez, les prix de ces petites enceintes, ils sont régulièrement cassés parce qu'en fait, le but, c'est moins que vous ayez votre enceinte que de récupérer des masses de données comportementales volontaires livrées par les adeptes du vocal, nous dit la Tribune. Alors ne vous étonnez pas après, si les publicités sont extrêmement bien ciblées, vos assistants vous assistent. Ils nous espionnent surtout. Eh oui, vous espionnez un peu, c'est pas faux. D'autant que le high-tech nous offre quand même beaucoup de moyens pour espionner et surveiller les gens. Et c'était l'un des sujets de l'Express de la semaine dernière. 4 pages étaient consacrées à ce thème. Regardez, je t'aime, je te surveille. Voilà, ça fait un peu peur. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'épier un proche, c'est moche, mais c'est facile comme un clic. Stylo caméra, nous dit-on, mouchard GPS, logiciel espion dans les smartphones, tout existe. On peut lire vos SMS à distance, si. On peut planquer une caméra discrète à la maison, on peut mettre un GPS dans votre voiture pour voir où vous allez. C'est terrible. Alors sans être parano, on va quand même regarder un petit peu de près les cadeaux que nous font nos proches. Ouais, ça fait un peu flipper, tout ça. Beaucoup, même. Ouais, beaucoup. Alors après avoir jeté le doute sur les bonnes intentions des GAFA et de vos amoureux, eh bien on va chercher des cadeaux inoffensifs, mais tout à fait. Je comprends pas. Mais tout à fait incontournables. Et j'en ai trouvé un dans les pages de Nous Deux. Nous Deux. Eh oui. Regardez ce que je lis quand même pour la revue de presse. Je lis Nous Deux, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai grossi un petit peu pour que vous le voyez. Regardez, pas de Noël sans Tino, évidemment. Et on nous propose un petit Papa Noël, logique, c'est quand même absolument impossible de faire Noël sans, mais surtout un coffret de 5 CD qui nous fait revivre la légende de Tino de 1963 à 1982.
D'autres cadeaux incontournables peut-être? Ou pas. Ou pas. Si on suit les préceptes du magazine Elle, regardez ça, c'est la belle conscience de Noël. Moins de cadeaux, moins de conso, plus de générosité, c'est ce qui guide cette fin d'année 2018. Et le magazine se lance dans une enquête sur le nouvel esprit des fêtes en nous proposant de faire un petit peu de place à l'écologie parce que Noël, c'est précisément un moment qui risquerait de disparaître en premier. Et évidemment, quid de la neige, des patinoires et des écharpes et des bonnets si le réchauffement climatique s'installe un petit peu trop. Alors évidemment, elle propose des sapins sans sapin, un poster par exemple sur le mur que vous pouviez décorer, des branchages, des cadeaux faits main, les fameux do it yourself, ou alors des cadeaux de très bonne qualité pour qu'au moins ce soit du durable, ou alors du cadeau vintage. Du recyclage, pourquoi pas, des tissus réutilisables en guise de papier cadeau, des repas avec moins d'impact. Vous voyez là par exemple c'était du circuit court. Et voilà, des manières de faire moins polluant. Et puis il y a aussi la méthode Bisou qui a été mise au point par des blogueuses qui s'appellent Marie Duboin et Herveline Verbaken. La méthode Bisou c'est ça, regardez. B comme besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit? I comme immédiat, oui, parce que l'immédiateté, c'est évidemment l'allié de l'achat compulsif. Alors regardons demain si j'en ai toujours envie. S comme semblable, j'ai pas déjà un truc à la maison qui fait la même chose finalement. O comme origine, bon, ça vient d'où? Ça fait combien de fois le tour de la planète? Et U comme utile, est-ce que c'est vraiment primordial pour ma vie? C'est pas mal ce petit truc-là. Connaissez-vous la méthode Bisou? C'est pas mal. C'est pas mal. Donc de sages recommandations notamment pour les origines des produits. Voilà, ce qui nous renvoie effectivement aussi à Origine, donc à la une aujourd'hui de Corse Matin, avec ce titre « Le cabri n'est plus le roi de la fête ». Eh oui, on parle du prix trop élevé du cabri. En réalité, il est plutôt justifié, nous disent les éleveurs, parce que ce sont des animaux qui sont élevés sous la mer, qui sont tués à 30 jours. Et ce ne sont pas, nous dit Corse Matin, des broutards ou des chevreaux élevés au lait en poudre. Voilà. Alors pour ceux qui aiment la viande, cabri versus volaille venue du bout du monde, je vous laisse choisir et privilégier les circuits courts et le marché local peut-être aussi. Merci beaucoup. Marie-Jo, on vous retrouve en troisième partie. En troisième partie, je voudrais parler du pull de Lorane. Très bien, parfait. Il mérite bien une chronique celui-ci. Il mérite. Lorane Vassoul, vous êtes intéressée à une population particulière qui prolifère en ce moment dans tous les milieux professionnels. Oui, exactement. En cette saison, j'ai nommé le stagiaire de troisième. Exactement. Décembre, c'est Noël, mais c'est aussi le stage de troisième, d'accord? Donc, il n'est pas rare d'ailleurs d'en croiser dans des boutiques, entreprises ou autres administrations. Ne vous inquiétez pas, donc ce n'est pas du travail d'enfant déguisé. Ce sont des stagiaires qui suivent partout un adulte avec un carnet à la main. Pourquoi? Parce que c'est un passage obligatoire depuis 2005. En fin de scolarité, chaque élève doit effectuer un stage en entreprise, enfin dans le milieu professionnel. C'est ce que l'on appelle le stage de découverte en milieu professionnel. Voilà. Très bien. Alors, quels sont les objectifs? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, apprendre à rédiger un CV et une lettre de motivation. Ensuite, découvrir évidemment le milieu professionnel, comprendre le savoir-être dans le monde du travail, tester ses goûts et ses idées pour un futur métier. Et enfin, rédiger normalement son premier rapport de stage. Voilà. Est-ce que c'est si facile que ça de trouver un stage? Alors, tout dépend, on va pas se le cacher, tout dépend du réseau, de la famille ou des amis. Donc ça peut être très facile et il est très intéressant pour l'enfant de pouvoir découvrir un métier qu'il a vraiment envie de faire plus tard. Donc si le réseau va jusque-là, c'est très bien parce que parfois il y en a qui choisissent un petit peu finalement par défaut une entreprise parce que ça lui tombe tout cuit. Mais bon, ça c'est pas très intéressant. Finalement. Loin, oui. Par contre, c'est pas évident pour tout le monde. Là, je parle en connaissance de cause, ayant travaillé en région parisienne dans un collège qui n'avait pas forcément toujours une très bonne réputation. Je me suis retrouvée, moi, à passer des coups de fil dans certaines entreprises qui disaient oui, on prend les stagiaires. Et lorsque je donnais le nom du collège, finalement, comme par hasard, on n'en prenait plus. C'est vrai. C'est vrai. Ah non, non, là, on n'en prend pas. Clac, ça raccrochait. Donc là, c'est très compliqué. Ça peut vraiment être très compliqué de trouver... C'est un peu de la discrimination, non? Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de connaissance aussi. Bon. Mais le gouvernement a mis cette année en place une plateforme sur laquelle les élèves peuvent se rendre. Et il y a à peu près 25 000 stages qui ont été pourvus cette année.
comme ça. Ou et après, sinon, ils mettent aussi en lien avec des associations qui peuvent aider les enfants dans leur recherche. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Allez, rapidement, comment ça se concrétise au sein de l'établissement? Alors, bon, il y a le rapport de stage qui peut être noté selon l'établissement et il peut aussi donner lieu à un oral, puisqu'on sait que maintenant, au brevet, il y a aussi un oral qui est noté sur 100 points. Il va s'inscrire, si les élèves décident de soutenir leur rapport de stage à l'oral, ça va s'inscrire dans le parcours avenir de l'enfant. Donc, 100 points, 50 points pour l'expression orale, 50 points sur la maîtrise du sujet abordé. Donc vraiment, si je peux donner un petit conseil, c'est de pas du tout négliger ce stage d'une semaine, d'être bien attentif, de tout noter pour pouvoir savoir vraiment de quoi on va parler en fin d'année. Voilà. Parfait, Laurent, merci beaucoup. Merci. Je transmets mon micro à Laurent. Très bien. C'est arrivé. Parfait. Et nous, on se retrouve en troisième partie. Oui, oui, oui. Allez, il est 12h35, c'est l'heure du débat de Vianov. Christina, Fiona, Magdalena, bonjour, bienvenue. Allez, installez-vous tranquillement. Qu'il s'agisse de brûler un bouc de 13 mètres de haut en Suède, d'échapper à des créatures démoniaques en Autriche, ou encore de rencontrer une bande de lutins joyeux en Islande, chaque pays a ses propres traditions de Noël. Aujourd'hui, entre 2 cadeaux et 2 verres de vin chaud, on vous propose un petit tour d'horizon des Noëls chez nos voisins avec... Vous, Christina, pour l'Italie. Bonjour, Fiona, pour l'Angleterre. Bonjour, vous nous direz à chaque fois d'où vous venez plus précisément. Laurent vous retrouve dans quelques instants. Anna, pour les États-Unis et Magdalena pour l'Allemagne. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il ne vous aura pas échappé que nous sommes en plein préparatif de Noël. Et dans cette frénésie, voilà, on a eu envie de voir ce qui se passait un petit peu ailleurs et chez vous en particulier. Alors, on commence avec vous, Anna. Vous venez dans le Vermont. Précisez la ville, s'il vous plaît, pour moi. Montpellier. C'est la capitale. Donc, voilà, aux États-Unis. C'est aux États-Unis que les festivités commencent le plus tôt, puisqu'elles démarrent le 4e jeudi de novembre avec Thanksgiving. Oui, en fait, ça commence avec le Black Friday. C'est le jour juste après Thanksgiving. C'est un jour férié. Donc, personne ne travaille. Et en plus, il y a beaucoup de soldes. Donc, tout le monde fait du shopping. On va tous dans les magasins. Et on entend juste cette musique absolument obsessionnelle, hein. Pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. Oui, ça commence vraiment avec Black Friday. La radio, c'est que la musique de Noël. Ah pardon, je vous ai pas vu. Mais, je sais, vous me regardez plus. Elle me regarde plus. Ça y est, 3 mois, c'est fini. Magdalena, pour vous, alors vous venez de Pittenhardt, oui, c'est près de Munich. Oui, c'est ça. Et en Allemagne, ça commence aussi 4 semaines avant Noël. On a une couronne avec 4 bougies et chaque dimanche, on allume une autre bougie et à la fin, on allume toutes les 4 bougies. Et c'est ça. Et il y a aussi une chanson très célèbre pour les enfants. Wir sagen euch an den lieben Advent. Et chaque semaine, on ajoute un couplet. Et à la fin, on chante toute la chanson. Oui, alors ça, c'est la tradition de l'Avent. Mais vous fêtez aussi la Saint-Nicolas. Oui, c'est ça. Qui vient avec son copain. Alors, vous allez le dire pour moi également. Oui. Il s'appelle Krampal en Bavière, mais aussi Knecht Ruprecht en Suisse et en Autriche. Oui, il y a une photo. Ils viennent déguisés. Et Saint-Nicolas, der heilige Nikolaus, il est très gentil et il raconte des histoires, ce que les enfants ont fait pendant l'année. Et s'ils étaient sages, ils donnent des cadeaux, du chocolat, des clémentines aussi et des noix. Mais quand les enfants n'étaient pas sages, Krampal, son ami, il est un peu méchant et il essaie de leur faire peur un peu. Et oui, c'est ça. Il leur donne des noix et des clémentines. Oui. Christina, comment ça se passe du côté de l'Italie et de l'Angleterre? Pour vous, Christina? Alors, nous, on commence avec les décorations le 8 décembre. Oui. Et bon, après ça, on passe par les commandes des poissons pour le repas du 24. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Très difficile et très traditionnel. Et en fait, c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que c'est dans la même période que tout le monde s'acharne à commander les poissons pour le repas. Il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus de poissons. Manger du cabri comme tout le monde. Non, je rigole.
Et donc, après le 8 décembre, avec les décorations, on passe au 24. Et en Italie, on a l'habitude de fêter 24, 25, 26. D'accord. Et pour vous, Fiona, comment ça se passe, l'organisation des festivités? On commence le début décembre avec les décorations, les sapins et tout ça. Aussi avec la préparation de Christmas pudding. Oh oui. Ouais, il faut commencer très tôt. On est obligé ça, de manger ou Oui, pas? oui, bien sûr, bien sûr. C'est très important. Bon, okay. Oui, aussi avec, on a des pantomimes qui sont une espèce de spectacle pour les enfants. Oui. Et là où les gens sont très déguisés, enfin très... Ouais, c'est très exagéré avec beaucoup de maquillage et l'interaction avec le public. Et ça, c'est quelques jours avant le 24. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait. Il y a aussi pas mal de biscuits. Alors le panettone et Christina, je pense que voilà, c'est incontournable. Oui, on ne peut pas s'empêcher. On a le panettone et on a les pandoro. En fait, c'est deux gâteaux dont l'origine vient des régions du nord de l'Italie. Mais comme vous le savez, ça est diffusé partout. Donc on mange ça et on mange aussi les torrone. C'est une espèce de nougat, en fait. Oui. Et il y a le classique avec des amandes, du miel, tout très, très léger. Oui. Tout sucré, bien digeste. Et sinon, on a la version qui est entièrement en chocolat, et ça aussi c'est très léger, et du chocolat et des noisettes. Très bien. Oui. Fiona, vous, ce sont des petites tartelettes avec des fruits, fruits secs, non? C'est ça. Ça s'appelle mince pies. Oui. Ouais, moi, j'adore. C'est vraiment... Pas Noël, ce sont les mince pies. Ouais, c'est les tartelettes avec des fruits secs. Ouais, une étoile, c'est ça. C'est très joli en plus. Ouais. Anna, vous, c'est le pain d'épices. Oui, forcément. C'est ça, les maisons des pains d'épices, on décore tout, on a vraiment des fêtes pour décorer. En plus, on fait beaucoup de biscuits, dans des biscuits de pain d'épices et aussi des biscuits de sucre. Et on donne ça à Père Noël, on laisse le soir la vieille. Alors, Fiona, vous parliez des décorations. Vous, Anna, vous aviez une méthode très particulière pour obtenir votre sapin dans le Vermont. Oui. Comment ça se passe chez vous? Normalement, le début novembre, on choisit le sapin, donc il n'y a pas de neige. Et après Thanksgiving, le Black Friday, le week-end, tout le monde va aller couper les sapins. Et on trompe dans la neige. C'est très difficile, c'est très lourd. On met sur les voitures. Oui, c'est moi avec le sapin. Et après, on met dans l'eau. Comme ça sèche pas. Ça sèche pas. Ouais, c'est ça. Et après, on le garde et on le décore aussi le début de décembre. J'imagine si tu es moitié américaine, moitié italienne, il faut aller prendre le sapin, il faut aller pêcher son poisson. Beaucoup de travail. Ouais. Et du coup, après, vous le décorez, et même les maisons sont très décorées. Hein. Ce n'est pas que dans les films. Hein. Non, c'est vrai. Des guirlandes lumineuses, c'est partout. Ouais. C'est très important. Magdalena, vous, la tradition aussi en Allemagne, ce sont ces marchés de Noël féeriques. Oui, ils sont très connus, surtout le marché de Noël à Nuremberg. Oui. Il y a des décorations partout, les lumières et la musique traditionnelle de Noël. Et aussi, dans mon petit village, il y a peut-être 2000 habitants, mais on a aussi un marché de Noël, parce qu'on aime vraiment des marchés de Noël. Et oui, c'est magnifique. Traditionnel. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres pays où on retrouve les marchés de Noël ou moins, peut-être? En Angleterre, oui, mais je pense qu'on a volé l'idée de l'Allemagne. Pour vous, Christina? Pour nous, peut-être en fait au nord, parce que c'est les gens du nord qui ont volé l'idée aux Allemands. Très bien. Flo, peut-être... on s'intéresse à d'autres Écoutez, pourquoi coutumes. Pas, d'autres horizons et d'autres traditions. Pourquoi avec pas. Lolo, avec Laurent Diffray, complète notre tour du monde des Noëls insolites. Alors c'est ça, aux 4 coins du monde, on ne fait pas Noël de la même façon. Et c'est ce qui est assez intéressant. Donc il y a certains pays qui ont des traditions de Noël un peu insolites et originales. Et c'est ça qui rend l'expérience un peu plus magique, on va dire. Donc ça commence par le festival des lanternes géantes qui se déroule tous les ans, donc le samedi qui précède Noël à San Fernando, considéré comme la capitale de Noël par les Philippins. Il y a des gens du monde entier qui se rendent dans ce festival, et notamment aux Philippines, pour cet événement qui est vraiment splendide. Donc c'est 11 barangays, donc c'est des villages, qui participent à cette compétition où chacun tente de faire la plus belle lanterne. Donc ce festival, ça existe depuis le début du XXe siècle.
Et on a aujourd'hui des compositions pouvant atteindre près de 5 mètres de diamètre. Donc autrefois, les lanternes, elles étaient en papier de Japon, donc c'est les papiers qu'on fait pour les origamis au Japon. Et c'était juste des simples bougies, en fait. Et puis petit à petit, en fait, au fur et à mesure du temps, on utilise toutes sortes d'ampoules colorées pour... Ça s'est complexifié. C'est ça, c'est complexifié, ça s'est de plus en plus développé avec des lanternes de plus en plus importantes. Le Japon, peut-être, aussi a une tradition un peu particulière. Voilà, c'est culinaire au Japon. Oui. C'est alors oublié, tout ce qui est dinde, foie gras, huîtres... Non, c'est un gros sushi. Ou autre bûche de Noël. Le repas traditionnel au Japon, pour les fêtes, c'est du poulet de chez KFC. Non. Oui, absolument. Comme vous pouvez le voir ici. Mais pourquoi Mais pourquoi Je sais pas. C'est les Japonais. C'est une tradition qui est bien ancrée depuis les années 70, en fait, où les Occidentaux qui sont installés au Japon, ils cherchaient des dindes. Ils cherchaient des dindes pour fêter Noël et ils n'en trouvaient pas. Et KFC, c'était le seul en fait qui proposait des poulets et des dindes en entier. Et donc au fil des années, c'est devenu une pratique de plus en plus ancrée dans la culture jusqu'à devenir une véritable habitude. C'est totalement incontournable en fait. Donc aujourd'hui, on peut voir des scènes assez folles dans les restaurants KFC au Japon où les Japonais attendent jusqu'à près de 3 heures dans les files d'attente pour déguster le poulet pané. Et on finit par, excusez-moi, ça m'échappe. Par le Venezuela. Par le Venezuela, voilà. Bien sûr. Donc ça se passe à Caracas où les fidèles se rendent à la messe avec un moyen de transport assez particulier. La capitale a désigné le roller comme moyen de déplacement officiel pour se rendre à la messe le matin de Noël. Donc les habitants peuvent se déplacer librement dans les rues puisque la circulation est interdite aux véhicules motorisés jusqu'à 8 h du matin. Et il y a un détail assez important, c'est un détail assez insolite. Avant de se coucher, il y a les enfants de Caracas qui attachent une corde à leur orteil. Comme ça, avec le mouvement de foule en fait, dehors par les rollers, ils sont réveillés par les fidèles qui rentrent de la messe en fait. C'est génial. C'est assez original. Non, c'est vrai que c'est fou, assez sympa. C'est sympa comme tout. Merci beaucoup, Laurent. Alors justement, mesdemoiselles, que fait-on la veille de Noël, le 24 au soir? Est-ce qu'il y a une tradition religieuse, spirituelle de vous rendre à la messe ou pas? Anna, on commence par vous. Donc, ça dépend de chaque famille, vraiment. Comme Thanksgiving, ça c'est le repas traditionnel. Pour Noël, on n'a pas vraiment un repas traditionnel. Et en plus, chaque famille, il y a des familles religieuses, il y en a des familles qui ne sont pas religieuses aussi. Donc moi, ma famille, on va à l'église. Et il y a toujours un homme qui chante une chanson que j'adore, Oh Holy Night, dans l'église. Et après, on rentre, on mange tous ensemble. Et après, on lit toujours la veille de Noël. Oui, voilà. J'adore cette chanson. C'est Josh? Oui, Josh Groban, c'est ça. Pour vous, Magdalena? Oui, chez nous, on fête Noël déjà le 24. Et à midi, on mange ensemble. Chez moi, on mange des poissons. Et après, les enfants vont à l'église. Et les parents sont déjà en train de préparer tout pour Noël. Et quand on rentre, on échange les cadeaux et tout ça, c'est Noël. Et vers 22 h, les parents ou les adultes plutôt vont aussi à la messe. Et en Allemagne, ce n'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux, hein? Alors, c'est un peu différent. Dans le sud d'Allemagne, en Bavière, c'est le Christkind, alors l'enfant Jésus. Mais dans le reste d'Allemagne, c'est aussi le Père Noël. Mais c'est un peu différent, oui, c'est ça. Et pour vous, Fiona? Oui. En Angleterre, bien sûr, ça dépend si tu es religieux ou pas, mais toutes les familles mettent un verre d'alcool et des carottes, un verre d'alcool pour Father Christmas, pour Père Noël, et les carottes pour les reines, bien sûr. Donc ça, c'est... Il doit être bien, il doit être dans le Je crois que c'est là. Et pour vous, Christina, comment ça se passe le 24 et la veille de Noël? Nous, les 24, on se retrouve tous ensemble. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille très nombreuse. Et donc, on est beaucoup à se retrouver. On se retrouve tous ensemble, on mange. Et quand j'étais petite, il y avait la messe à minuit, comme j'étais en train de vous dire. Mais maintenant, on l'a fait un peu à l'avance. Oui, c'est la messe de minuit qui est à 21 h. Voilà, pour une question de je ne sais pas quoi, en fait. De confort, disons-le. Voilà, je crois que c'est ça. Et après, avant d'aller se coucher, chez nous aussi, on laisse des biscuits ou un verre de lait pour le Père Noël qui va nous amener les cadeaux. Alors, question fondamentale, maintenant, à quel moment on ouvre les cadeaux? Est-ce que c'est le 25 au matin? Est-ce que c'est le 24 au soir? 25 au matin. 25 au matin. Pas très le soir. Le soir. Et pour vous? Ça dépend des années, en fait. Il y a des années où on les a ouverts le 24 soir et des années où on les a ouverts le 25
après le repas. D'accord, juste après le repas. Magdalena, chez vous, en Allemagne, ça dure 3 jours, je crois, les festivités. Oui, c'est ça. Alors, ça dure du 24 au 26 et ce sont aussi les jours fériés. Alors, on fête vraiment Noël et chaque jour, on mange des repas particuliers aussi. Alors, mais ça dépend de chaque famille. On a ses propres traditions pour le repas. Mais oui, on fête vraiment Noël. D'accord. Et vous, Anna, on trouve des cadeaux jusque dans les chaussettes? Non, c'est sous le sapin aussi. C'est sous le sapin? Oui, en fait, Père Noël apporte aussi beaucoup de bonbons. Donc, il y a les chaussettes remplies des bonbons et après, il y a tous les cadeaux sous le sapin aussi. Pour vous, Fiona, en Angleterre, on brûle les lettres. Les enfants brûlent les lettres. Oui, c'est ça, au Père Noël. Ouais, on les met aux cheminées et on les brûle pour. Ouais. Et on finit avec vous, Christina, parce qu'en Italie, après Noël, il y a le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est le jour de la Befana. Est-ce que vous connaissez la comptine de la Befana? Oui, je la connais. Vous nous la récitez ou pas? Elle va pas chanter, c'est une poésie. Si vous voulez, oui. Allez-y, elle est courte en plus. Alors, c'est la Befana. Je dois faire la traduction après. Oui, un petit résumé, c'est 4 phrases. La Befana vient di notte, con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva, viva la Befana. Qui veut dire? Bon, en bref, c'est l'histoire de la Befana qui s'approche des maisons et on décrit sa tenue qui est très, très vieille, très abîmée. Elle est habillée en haillons en fait. Voilà. Et c'est ça. C'est ça. Elle vient apporter quoi aux enfants? Elle apporte des sucreries si les enfants ont été sages, ont été gentils. Sinon, elle amène du charbon. Ah. Pour ceux qui ont été mais du charbon en sucre. Donc, c'est pas marrant. Non. Non. Rapidos. Oui, rapidement. Allez, on finit. Merci beaucoup, mesdames. On va vous souhaiter un joyeux Noël. Non, en Corse, on dit Bonne Natale en Corse. Un dernier tour de table en version originale pour vous. Comment vous dites joyeux Noël dans vos pays respectifs? Bon Natale. Bon Natale. Merry Christmas. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. On va le refaire. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Vous le dites bien. Allez, merci beaucoup. On vous fait un bisou. On se retrouve dans la troisième partie. À tout de suite.